Après un voyage de sauvetage d'animaux, je suis rentré à la maison plus tôt que prévu, sans prévenir mon mari. J'ai entendu le bambin du meilleur ami de mon mari l'appeler papa. J'ai discrètement enregistré une vidéo et je suis parti. Le lendemain matin, mon mari a hurlé « Quelle chose horrible tu as faite hier soir !» Je m'appelle Michel, j'ai 35 ans, je suis vétérinaire et propriétaire de la clinique vétérinaire Arborlight à Cambridge, Boston. Après près de 3 semaines consécutives en Californie à aider au sauvetage des animaux blessés dans les incendies, la mission s'est terminée 3 jours plus tôt que prévu, et j'ai décidé de prendre l'avion pour rentrer chez moi cet après-midi-là. J'ai réservé un vol de midi de San Francisco à Boston, qui devait arriver en début de soirée. Je voulais être à la maison avant que Michael ne puisse le découvrir, afin de préparer le dîner pour notre 8e anniversaire de mariage. J'ai payé un supplément pour être surclassé en classe affaires, juste pour rentrer un peu plus tôt, juste pour voir son sourire quand je franchirai la porte avec un petit cadeau à la main. Pendant tout le vol, j'ai pensé à lui, à son dîner préféré, le ragoût rouge que j'avais appris à cuisiner juste pour lui, à la bouteille de vin de Bourgogne que nous gardions pour une occasion spéciale. Je l'imaginais ouvrant la porte, surpris, puis souriant. Dans ma valise se trouvait un cadeau spécial, un collier en argent gravé d'une patte de loup, symbolisant la loyauté, que j'avais choisi après avoir réussi une opération sur un vieux chien blessé en Californie. Je croyais que ce serait le cadeau parfait pour un anniversaire parfait. Mais la vie est rarement aussi parfaite que nous l'imaginons. Quand le Uber m'a déposé devant notre quartier calme de Cambridge, j'ai vu une berline argentée garée devant la maison. Cette voiture était étrangement familière. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était la Honda de Tiffany, la collègue et amie proche de Michael, une enseignante de 3e année à l'école primaire voisine. Je me souvenais clairement que pas plus tard qu'hier matin, Tiffany avait posté sur Instagram qu'elle assisterait à une conférence d'enseignants de 3 jours à Worcester. Alors, pourquoi était-elle ici alors que je n'étais même pas encore rentré à la maison? Une intuition froide m'a poussé à demander au chauffeur de me déposer au bout de la rue. J'ai marché tranquillement jusqu'à la maison, portant la petite boîte cadeau. Plus je m'approchais, plus les voix et les rires de l'intérieur devenaient clairs. Chaleureux, intime, familier, mais pas destiné à moi. Par la porte légèrement entr'ouverte, j'ai vu Michael souffler des bougies avec une petite fille. L'enfant l'a appelé papa d'une voix si innocente et si vive, et il a souri, l'a soulevé dans ses bras, a embrassé ses cheveux et a dit de cette voix douce que je croyais autrefois réservée à moi seul, « Papa est là, ma chérie ». Je suis resté figé. L'air autour de moi semblait également figé. La boîte cadeau a failli me glisser de la main. Je l'ai rattrapée avec l'autre. J'ai vu Tiffany dans une robe à fleurs bleu clair, debout à côté de lui. Son regard tendre et intime d'une manière qui n'avait besoin d'aucune explication. Sur la table se trouvait un gâteau d'anniversaire avec les mots « Joyeux anniversaire, Lisa ». Et Lisa était la fille de 3 ans de Tiffany, celle dont j'avais remarqué qu'elle avait les mêmes yeux bleus que mon mari. J'avais l'habitude de penser qu'ils n'étaient que des amis proches, que Michael n'aidait Tiffany que parce qu'elle était une mère célibataire. Mais maintenant, en entendant à nouveau « Papa », j'ai tout compris. Cet enfant appelait mon mari son père. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre, essayant de ne laisser personne entendre ma respiration brisée. Je me suis retourné et me suis précipité vers le portail, le cœur battant à tout rompre. Je ne me souviens pas avoir appelé le Uber, seulement que j'étais assise à l'intérieur, en direction de ma clinique, agissant par instinct. Quand je suis arrivé, je me suis assise en silence dans la pièce vide. La lumière blanche se reflétait sur les murs. La machine de stérilisation bourdonnait régulièrement comme le battement de cœur de quelqu'un à peine en vie. J'ai ouvert mon téléphone, je suis allé sur Facebook, j'ai fait défiler les publications de Tiffany. Il y avait des photos de Lisa apprenant à parler. Tiffany a écrit, « Elle vient de dire à maman, elle est si adorable ». En dessous, Michael avait commenté, « Elle est adorable comme sa mère ». J'étais passé devant sans le moindre doute. Maintenant, toutes les pièces s'assemblaient. En regardant la chronologie, j'ai réalisé que Lisa était née il y a 4 ans, à la même époque où Michael rentrait souvent tard à la maison. Parfois à 1 ou 2 heures du matin, parfois pas du tout, envoyant des textos. Tiffany ne va pas bien. Elle vient de rompre. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose d'imprudent. Je pensais qu'il était gentil, compatissant. J'étais touché par l'empathie de mon mari. Mais peut-être qu'à l'époque, la gentillesse était déjà devenue trahison. Je croyais autrefois que notre mariage était bâti sur l'honnêteté,
mais maintenant je vois que Michael m'avait trahi avec la femme qu'il appelait sa meilleure amie. Je ne déteste pas Tiffany comme je le déteste lui. Pour moi, ce n'est qu'une femme seule qui est allée trop loin. Mais Michael, l'homme que j'appelais autrefois mon âme sœur. C'est lui qui m'a poignardé avec la confiance même que je lui avais accordée. J'ai ouvert le carnet sur mon bureau. La première page contenait encore une liste de vaccins pour chats. J'ai tourné à une nouvelle page, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit la première ligne. Si la loyauté avait une forme, alors aujourd'hui elle s'est brisée. J'ai levé les yeux par la fenêtre où la pluie du début de l'hiver avait commencé à tomber. À ce moment-là, j'ai su que je ne laisserais pas cette douleur passer comme un souvenir. Je riposterai et je réclamerai justice pour moi-même. Dehors, les lumières de Boston scintillaient, mais à l'intérieur de moi, rien n'était clair. Je savais que je venais d'être témoin de quelque chose d'impardonnable, mais je ne pouvais pas le laisser savoir que je savais. J'avais besoin de la vérité, de preuves, pas seulement d'émotions. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la discussion avec Michael et j'ai essayé de paraître aussi normal que possible. Le sauvetage s'est terminé plus tôt que prévu, mais je devrais peut-être rester quelques jours de plus pour conclure. Si je finis tôt, je prendrai le vol de nuit pour rentrer. Message envoyé. Mon cœur battait la chamade. À peine 15 secondes plus tard, il a répondu, « C'est une excellente nouvelle. Tu me manques tellement. Une fois que tu te seras reposé, organisons un dîner d'anniversaire en retard. » J'ai regardé l'écran, un sourire amer se dessinant sur mon visage. Il jouait toujours le mari parfait, comme si la nuit dernière il n'avait pas ri avec un autre enfant dans cette maison même. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison en silence. Michael était déjà parti. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait 2 tasses, son café habituel et une autre avec une légère marque de rouge à lèvres. J'ai regardé autour de moi. Rien n'était en désordre. Tout était trop parfait, trop propre, comme si ma vie en avait été effacée. J'ai ouvert le tiroir où il gardait habituellement son portefeuille et ses clés de voiture. Un petit bout de papier dépassait. Je l'ai retiré. Un reçu plié. Teddy Toy Emporium. Ours en peluche en laine blanche. 127 $. 12 septembre. Il m'avait dit qu'il était à New York pour rencontrer des investisseurs. Je me souviens qu'il m'avait appelé en vidéo, souriant, en disant « Tu me manques ». Ma main a tremblé. Il n'y avait plus de doute. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran projetait une lumière bleue et froide sur mon visage. J'ai créé un nouveau document, tapé 3 mots en majuscules. Plan de justice. J'ai pris une photo du reçu, je l'ai sauvegardé dans le premier dossier nommé Jour de la trahison 1. Puis j'ai ouvert mes notes et j'ai listé chaque détail. La plaque d'immatriculation de Tiffany, les heures de travail de Michael, les réunions tardives qu'il prétendait urgentes. Une par une, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. À 10h55, une cliente fidèle est venue avec son chat âgé. Madame Whitmore, une avocate à la retraite que je respecte profondément. Alors que j'administrais l'injection, elle m'a regardé et a dit doucement mais fermement, « Ma chère, vos yeux en disent plus que vous ne le réalisez. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» J'ai souri, essayant de le cacher. Non, juste un peu fatigué. Elle a hoché la tête lentement et a dit, « Les femmes ne disent fatiguées que lorsqu'elles retiennent tout. Si vous soupçonnez quelqu'un, ne le confrontez pas sans preuve. La justice est toujours du côté du patient. » Je me suis tenu à mon plan, ne lui laissant pas savoir que j'étais à Boston. À 15h, juste après avoir terminé une petite intervention chirurgicale à la clinique, j'ai envoyé un texto à Michael, en gardant le ton d'une femme encore loin. Je termine la paperasse ici en Californie. Ça pourrait être tard. Comment ça se passe à la maison? Il a rappelé immédiatement. Sa voix était chaude et familière. Tellement que si je n'avais pas su, j'aurais pu le croire à nouveau. Tout va bien. Ne t'inquiète de rien. J'ai juste été occupé avec le travail. Oh, et je suis passé chez Tiffany hier soir. Elle ne va pas très bien à nouveau. J'ai serré le téléphone fermement. Hier soir, c'était la nuit où je me tenais devant la porte, entendant un enfant l'appeler « Papa ». 1000 questions me brûlaient la gorge, mais je les ai ravalées, ne laissant échapper qu'un contact mesuré. Toi et Tiffany, y a-t-il quelque chose qui se passe qui te fait y aller si souvent? Il a marqué une pause d'1 seconde,
puis a poussé un soupir parfaitement travaillé, teinté d'une sincérité blessée. Tu doutes de moi, Michel? Tu sais, Tiffany a déjà eu des pensées suicidaires après sa rupture. Je ne veux juste pas qu'elle fasse quelque chose de radical. Je pensais que tu comprenais mon cœur. J'ai laissé le silence s'installer, écoutant le faible bourdonnement du climatiseur à travers la ligne comme s'il me rappelait de rester calme. Puis j'ai parlé lentement et sèchement. Je ne doute pas. Je demande juste. Si tu ne fais que l'aider, alors c'est bien. Merci de me faire confiance, dit-il doucement. Rentre à la maison. Nous en parlerons. Je t'aime. L'appel s'est terminé. J'ai regardé l'écran sombre, ma poitrine serrée et vide. Étais-je en colère? Oui. Mais plus terrifiant encore, je n'avais plus envie de discuter. Pas encore. Pas sans preuve. Cette nuit-là, seul dans le bureau de la clinique, j'ai ouvert l'application de notre compte bancaire commun et j'ai examiné les transactions récentes. Les mots sont apparus comme une tache d'encre noire. Virement, $2000. Bénéficiaire, Tiffany Monsieur Note, prends soin de toi. Anniversaire. 20h41, je me suis penché en arrière dans ma chaise, entendant les battements de mon cœur à chaque coup sourd. 20h41, juste après cet appel avec moi, il lui a envoyé de l'argent. Avec une note qui disait, prends soin de toi. J'ai fait une capture d'écran du virement et je l'ai sauvegardé dans le dossier du plan de justice. Virement 2000 Tiffany 2041 PNG. J'ai rouvert la photo de la voiture argentée de Tiffany devant la maison et je l'ai ajoutée au journal d'épreuves. Les pièces se mettaient en place. J'ai cherché dans mes contacts Mildred Harper, avocate spécialisée en divorce, une ancienne cliente qui avait un jour amené son bigle pour des vaccins. J'ai tapé un email rapide en joignant le reçu de l'ours en peluche et la capture d'écran. Cher Mildred, c'est Michel de la clinique vétérinaire Arborlight. J'ai un besoin urgent de consultation juridique concernant le mariage et les finances, une possible infidélité, des virements de compte joints à un tiers, et les procédures pour demander un test ADN. 6 juin de première pièce à conviction. Je veux procéder légalement et discrètement jusqu'à ce que j'ai un dossier complet. Merci. Le bouton d'envoi est devenu gris. J'ai posé mon front contre le dos de ma main. Dehors, la fenêtre de la clinique, Boston brillait comme un échiquier. Chaque carré éclairé, une histoire que personne d'autre ne connaît. Sur le bureau, le carnet du plan de justice était ouvert. J'ai ajouté une nouvelle ligne. Jour de la trahison 2. Le premier mensonge a été enregistré. La distance entre la pitié et la complicité n'est qu'une excuse. J'ai éteint les lumières. Dans le noir, j'ai entendu quelque chose de faible, le son de la confiance tombant au fond de mon cœur. Et j'ai su qu'à partir de ce moment, chaque route mènerait à la vérité. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je suis resté recroquevillé sur le petit canapé de mon bureau à la clinique, écoutant la pluie taper sur le toit et le vent s'infiltrer par le cadre de la fenêtre. Aux premières lueurs, j'ai préparé un café noir fort, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à éplucher notre compte joint. Michael croyait toujours que j'étais en Californie. Il ne se doutait pas que j'étais à moins de 10 km de là, ici à Cambridge, en train de travailler sur un plan qui prenait forme. Dans l'historique des transactions, une longue liste de dépenses inhabituelles est apparue, comme des pièces d'un puzzle que je n'avais jamais vu auparavant. Frais de scolarité de l'école primaire Maple Leaf, $3800. Magasin de jouets Kiss Planet, $215. Studio photo d'anniversaire Happy Moment, $640. Toutes les notes répétaient un nom. Lisa. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à construire une chronologie. Colonne de gauche pour les dates des transactions. Colonne de droite pour les excuses que Michael avait données. Voyage d'affaires. 12 septembre, ours en peluche blanc. Rencontre avec un investisseur à New York. 4 novembre, frais de scolarité de Maple Leaf, voyage à Dallas. 21 décembre, séance photo d'anniversaire. Réunion de fin d'année à Chicago. Chaque ligne correspondait de manière effrayante. Pendant 4 ans, chaque nuit où je restais debout à sauver la vie de créatures sans défense, il élevait une autre famille avec l'argent que je gagnais. Vers midi, mon téléphone a vibré. Une réponse de Mildred Harper, l'avocate que j'avais contactée la veille. Michel, j'ai examiné vos documents. Il s'agit d'un cas clair d'infidélité et d'abus financiers. Ne le confrontez pas encore.
Continuez à rassembler des preuves, des relevés, des virements, des factures, toutes les dépenses. Je recommande de préparer une requête en divorce et une demande de test ADN. Restez calme. Gardez-le dans l'ignorance. La justice prend du temps, mais nous l'obtiendrons. J'ai lu l'email 3 fois, puis j'ai répondu. Compris. Je vais en rassembler davantage au cours des prochains jours. Il ne se doutera de rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 30 minutes plus tard, j'ai envoyé à Michael un court message, mettant en place la pièce suivante. Je suis de retour à Boston. Fatigué, mais ça va. Je pense que je vais rester à la maison quelques jours avant de retourner au travail. En 5 minutes, il a répondu. Tellement heureux d'entendre ça. Je rentrerai tôt ce soir. Je veux arranger les choses, Michel. J'ai regardé l'écran. Un faible sourire a traversé mon visage. Il pensait toujours que je venais d'arriver. Il ne se doutait pas que j'avais tout vu. Ce soir-là, Michael est rentré plus tôt que d'habitude. Il a apporté des tulipes, les fleurs que j'aimais autrefois, mais qui ne me semblaient plus qu'un étouffement. Il a souri, m'a entouré de ses bras par derrière. Son parfum n'avait pas changé. Assez familier pour me faire mal à la poitrine. Je suis désolé de ne pas avoir été plus attentif, a-t-il murmuré. Tu as été si fatigué. Et si nous passions un week-end dans le Maine? Je me suis tourné vers lui, souriant légèrement, la voix calme comme l'air. Ça a l'air sympa. J'aurais bien besoin d'une pause aussi. Il m'a pris la main, m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu un homme qui pouvait jouer la comédie jusqu'au moindre détail. J'ai seulement hoché la tête. Je devais faire semblant. Le conseil de Mildred résonnait. Ne le confrontez pas sans preuve suffisante. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai capturé le dernier relevé bancaire et je l'ai envoyé par email à Mildred. Dans les notes, j'ai tapé « Ce mois-ci montre un nouveau virement de $5200 vers le compte HM, qui coïncide avec les frais de scolarité de Maple Leaf. Probablement Tiffany Morgan. » J'ai sauvegardé une copie, éteint l'écran. Michael est sorti de la salle de bain, les cheveux encore humides, portant ce demi-sourire familier, le sourire qui m'avait autrefois fait l'aimer et qui maintenant me laissait vide. « Merci de croire en moi, » a-t-il dit. « Je te promets que tout ira bien. » J'ai seulement hoché la tête. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je suis resté immobile, le téléphone brillant sous les couvertures, et j'ai écrit une ligne de plus dans le plan de justice. Il dit qu'il m'aime avec des mots. Mais il paie pour un autre amour, et l'argent ne ment pas. Dehors, la fenêtre, la pluie de Boston est revenue. Dans la douce lueur jaune de la lampe, j'ai regardé l'homme allongé à côté de moi et j'ai su qu'à partir de maintenant, chaque souffle qu'il prendrait ferait partie de mon plan. 3 jours plus tard, Michael m'a dit de m'habiller pour la collecte de fonds de son entreprise, un événement très médiatisé pour les principaux investisseurs du secteur financier. Il a dit que c'était une chance pour nous de nous montrer à nouveau en couple après une période si chargée, et j'ai immédiatement compris qu'il avait besoin du masque d'un mariage heureux. J'ai choisi une robe longue noire ajustée, associée au châle en soie ivoire qu'il m'avait offert pour notre 3e anniversaire. Tout était soigneusement choisi, de la tenue au sourire. Alors que nous entrions dans le grand hall du Fairmont Copley, des centaines de verres en cristal scintillaient sous des lustres dorés, un jazz doux se faufilant entre les conversations murmurées. Il a posé sa main sur mon dos et a murmuré « Tu as toujours été la meilleure partie de ma vie. » J'ai souri faiblement. Un bon menteur adoucit toujours la lame. L'événement a commencé. Michael s'est mêlé à des groupes d'invités, serrant des mains, riant, me présentant fièrement. Voici Michel, mon plus grand soutien, à chaque étape de ma carrière. Tout le monde nous regardait comme un couple parfait. J'ai souri poliment, écoutant tranquillement, sentant les fissures invisibles sous la surface polie. Et puis je l'ai vue, Tiffany, dans une robe violet pâle, ses cheveux doucement bouclés, portant une broche en étoile d'argent. Elle est entrée dans la salle comme une invitée d'honneur, un badge nominatif à la main. Tiffany Morgan, consultante en éducation communautaire. J'ai failli rire. Consultante? Elle venait d'être promue dans le nouveau récit de Michael, son projet sponsorisé. Michael l'a vue et pendant une fraction de seconde, leurs regards se sont croisés. Quelque chose d'électrique est passé entre eux. Assez longtemps pour que je reconnaisse un regard qu'il ne m'avait jamais donné. Elle a hoché la tête. Il a répondu par un subtil signe de tête. Mais quelques minutes plus tard,
ils ont trinqué et échangé un sourire chaleureux, du genre de ceux que partagent deux personnes qui ont connu plus que le vin. J'ai tenu mon verre de champagne, je me suis dirigé vers le fond de la salle et j'ai doucement ouvert mon sac à main. Sous les mouchoirs et le rouge à lèvres, mon téléphone enregistrait. J'ai pointé la caméra dans leur direction, faisant semblant de vérifier mes messages pendant qu'ils capturaient chaque seconde de l'interaction de Michael et Tiffany. Le sourire de deux personnes qui savaient exactement qui elles trompaient. Je n'ai pas bu une goutte de plus. Je suis resté là à regarder, me rappelant. Parfois, la justice ne vient pas des tribunaux, mais des moments où les gens pensent que personne ne les regarde. Quand l'événement s'est terminé, Michael m'a tenu la main. Des flashs crépitaient autour de nous. « Merci d'avoir été avec moi ce soir », a-t-il dit. J'ai répondu doucement. C'est ce qu'une femme est censée faire, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, ne réalisant pas que cette phrase était à double tranchant. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai branché et j'ai rejoué la vidéo de 2 minutes. Dans la lumière éclatante de la salle de bal, les visages de Michael et Tiffany étaient clairs. Leurs yeux, leur distance, leur sourire, tout disait la vérité. J'ai coupé un court segment, je l'ai envoyé par email à Mildred avec une brève note. Première pièce à conviction. L'écran a clignoté. Envoyé avec succès. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Dehors, la fenêtre, les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, projetant mon ombre sur moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas invisible. Je revenais, non pas en tant qu'épouse, mais en tant que femme qui réécrivait sa propre justice. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de Mildred dans le centre-ville de Boston. Une légère pluie tombait, une brume voilant Beacon Street comme un rideau gris. Je suis entré, portant la clé USB avec les images de la collecte de fonds de la nuit dernière. Mildred attendait dans son petit bureau rempli de dossiers de divorce, son regard ferme mais plein d'empathie. Je me suis assise, les mains encore froides, mais la voix stable. Je suis prête maintenant, Mildred. C'en est assez. Elle a hoché la tête, a branché la clé USB et a regardé la courte vidéo. La lueur de l'écran a éclairé son visage sévère. Après quelques secondes de silence, elle a dit lentement. C'est plus que clair. Nous allons entamer la procédure de divorce immédiatement, et je veux que vous demandiez un test ADN pour confirmer que cet enfant est bien celui de Michael. Si c'est le cas, il peut être accusé de dissimulation de personnes à charge et de fausses déclarations financières. J'ai écouté chaque mot comme si j'entendais les tambours de guerre au début d'une véritable bataille. Le même matin, Mildred m'a aidé à déposer la requête officielle de divorce auprès du tribunal du comté de Suffolk. Le dossier comptait plus de 10 pages, avec toutes les preuves jointes, les relevés bancaires, les virements, les reçus, la vidéo. J'ai signé mon nom en bas, mon stylo tremblant légèrement, mais le trait résolu. Cet après-midi-là, Mildred a contacté l'agence de recouvrement des pensions alimentaires pour enfants du Massachusetts, signalant des soupçons de dissimulation d'enfants par Michael, un acte passible de poursuites civiles et de sanctions sévères. J'étais assise en face d'elle, regardant chaque fax partir, le cœur battant, mais étrangement soulagé. Chaque feuille envoyée enlevait une autre couche de son masque. Mais Mildred savait que pour gagner, j'aurais besoin de plus que de la paperasse, de preuves visuelles. Elle m'a orienté vers Joseph Turner, un détective privé avec qui elle avait travaillé sur des cas de divorce financier à enjeux élevés. Cet après-midi-là, nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la rivière Charles. Joseph avait la quarantaine, grand, calme, les yeux aussi vifs que des lames. Après mon bref résumé, il n'a posé qu'une seule question. Quel niveau de preuve recherchez-vous? Soupçon ou certitude? J'ai répondu clairement, certitude, et légale. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de Joseph. Sujet, observations initiales. Il a écrit de manière concise, avec des photos jointes et un rapport détaillé. Michael a quitté son bureau au moins 3 fois cette semaine pendant le déjeuner, entre 12h10 et 13h45. Il s'est rendu aux appartements Riverview Place à Somerville, où réside Tiffany Morgan. Il s'est garé dans le garage et est monté à l'appartement 3007. Il est resté environ 1h30, puis est retourné au travail vers 14h, comme s'il revenait d'un déjeuner avec un client. J'ai ouvert chaque photo. Indéniable. Michael sortant de sa voiture, tenant un sac en papier d'une boulangerie voisine, souriant alors que Tiffany ouvrait la porte. Des photos d'eux quittant l'appartement ensemble.
Elle le raccompagnant au parking, lui effleurant l'épaule avant qu'il ne s'éloigne. Joseph a conclu, les visites sont régulières. Tous les mardis et jeudis, cela constitue une infidélité répétée. J'ai fixé les images, non plus avec douleur, mais avec un froid et une résolution. L'homme qui disait qu'il rencontrait des clients avait passé ses pauses déjeuner à tromper. J'ai sauvegardé toutes les photos dans le dossier du plan de justice, soigneusement numéroté. Ce soir-là, je les ai toutes envoyées à Mildred avec cette note. Mildred, voici une preuve directe. Il rencontre Tiffany 2 fois par semaine pendant le déjeuner. C'est suffisant pour le tribunal. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Bien. Je vais préparer le dossier complémentaire. À partir de maintenant, Michel, chaque pas que tu fais est protégé par la loi. Nous ne nous battrons plus avec la douleur, mais avec des preuves. J'ai regardé par la fenêtre. Le coucher de soleil de Boston se reflétait sur la rivière Charles, tachant le ciel de rouge. J'ai respiré profondément et je me suis murmuré. Il a autrefois utilisé le temps pour cacher ses mensonges. J'utiliserai chaque minute maintenant pour les enterrer. Le lendemain matin, Michael est parti tôt comme d'habitude. Il m'a embrassé sur la joue, a dit qu'il avait une réunion importante. J'ai simplement hoché la tête, le regardant silencieusement s'éloigner par la porte. Une fois que j'ai entendu sa voiture démarrer, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts, j'ai vu son nom à l'écran, puis j'ai appelé. Ma voix était si calme qu'elle m'a surprise moi-même. Pouvons-nous nous voir cet après-midi? Au River Béan Café, près de ton bureau. Je veux parler. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis il a répondu aussi doucement que jamais, bien sûr, mais pourquoi ne pas attendre ce soir et parler à la maison? Tu viens de rentrer. Je veux te préparer le dîner. J'ai souri, gardant mon ton plat. Pas besoin. Je préfère parler dehors. Trop de choses à la maison nous empêchent de dire ce que nous pensons vraiment. Il a hésité une seconde, puis a accepté. D'accord. Je veux aussi que nous parlions sérieusement. Cet après-midi-là, je suis arrivé 15 minutes en avance, choisissant une place près de la fenêtre où la lumière du soleil filtrait sur mon cappuccino fumant. Je me suis assise tranquillement, j'ai ouvert mon sac, j'ai vérifié les preuves sur mon téléphone. Quand Michael est entré, portant une chemise blanche et une cravate marine, le même sourire sur son visage, c'était comme si rien ne s'était jamais passé. Il m'a embrassé sur le front, un geste qui m'avait autrefois fait vibrer, maintenant froid comme du verre. Nous nous sommes assis. Il a parlé de nouveaux projets, peut-être de créer son propre fonds. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé s'installer dans son rôle de mari parfait. Quand il a marqué une pause, j'ai fait glisser mon téléphone sur la table, j'ai ouvert un fichier vidéo. À l'écran est apparue une prise de vue sombre de notre salon. Des lumières jaunes, un gâteau d'anniversaire et la voix d'un enfant a retenti clairement. Papa. Puis la voix de Michael, tendre et douce jusqu'à l'os. Je serai toujours là. Michael s'est figé. Il a fixé l'écran, puis moi, le visage perdant toute couleur. Michel, quand as-tu filmé ça? Je n'ai pas répondu. J'ai posé ma tasse, la voix basse et stable. Cette nuit où tu as soufflé des bougies avec l'enfant d'une autre femme dans ma maison. Il a dégluti difficilement, a essayé de stabiliser son ton. C'était Lisa. Tu la connais? Tiffany m'a demandé de la garder parfois. J'ai dit ça pour réconforter la petite. Je ne voulais pas qu'elle se sente mal aimée. Michel, elle ne mérite pas d'être blessée. J'ai ri, mais ça a sonné aussi aigu que du verre brisé. Elle ne mérite pas d'être blessée. Tu me dis ça à moi. Sais-tu ce qui ne mérite vraiment pas de douleur, Michael? La confiance d'une femme. J'ai sorti une enveloppe de mon sac, j'ai déplié des documents, le reçu de l'ours en peluche daté du 12 septembre, les relevés de frais de scolarité de Maple Leaf, la preuve de virement à Tiffany Morgan, et la photo de la collecte de fonds où il trinquait avec elle dans le hall de l'hôtel. J'ai posé chacun d'eux sur la table, la voix égale et froide. Voici les frais de scolarité que tu as payés. Voici le jouet que tu as acheté le jour où tu as dit que tu étais à New York. Et voici l'homme moral qui trinque avec sa maîtresse lors d'un événement d'entreprise. Il ne pouvait pas parler. J'ai vu sa gorge se contracter, ses mains trembler alors qu'il fixait les preuves. Finalement, il a baissé la tête, la voix rauque. Je suis désolé, Michel.
J'ai tout gâché. J'ai été stupide. Lâche. Je ne savais pas que ça irait si loin. C'est entièrement de ma faute. La mienne seule. Je l'ai regardé. Ce n'était plus l'homme qui était autrefois tout mon monde, mais juste quelqu'un qui avait perdu le jeu qu'il avait truqué. J'ai dit doucement, les yeux fixés sur mon café qui refroidissait. Tu as 24 heures pour quitter la maison. Après ça, mon avocat te contactera. N'essaie plus de faire appel à une motion, Michael. J'ai des preuves et j'ai la loi. Il a levé les yeux, le regard vide, pas en colère, juste un homme qui avait tout perdu. Je me suis levé, j'ai posé de l'argent sur la table et j'ai dit tranquillement sans me retourner, merci. Grâce à toi, j'ai appris à me faire confiance. Je suis sorti, laissant derrière moi un homme courbé en silence. Dehors, le vent s'est levé, l'odeur du café se mêlant aux feuilles d'automne. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Mildred. C'est fait, il a avoué. Prête pour la prochaine étape. J'ai éteint l'écran, je me suis levé pour partir. Mais juste au moment où ma main a touché la porte, la voix de Michael a appelé de derrière, non plus tremblante ou pleine de regrets, mais froide et amère. Si tu crois que tu peux me faire tomber si facilement, tu te trompes. J'engagerai le meilleur avocat de Boston. Cette maison, ta clinique, ce sont des biens matrimoniaux. Tu ne garderas rien. J'ai marqué une pause d'une seconde, je me suis retourné pour lui faire face. Ses yeux ne contenaient plus de culpabilité, mais la peur de perdre le contrôle. J'ai répondu doucement, mais assez fort. Alors essaie, Michael. Cette fois, la loi est de mon côté. Je me suis retourné, j'ai poussé la porte et je suis sorti. Derrière moi. Sa respiration lourde s'est dissoute dans le vent froid. Dehors, Boston était brumeuse, les lampadaires se reflétant sur la Charles comme mille miroirs, révélant une femme qui venait de cesser d'avoir peur. Ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. Après la confrontation au café, Michael n'avait pas osé revenir. J'étais assise devant mon ordinateur, avec pour seule compagnie le tic-tac de l'horloge murale et la douce pluie qui effleurait la fenêtre. J'ai ouvert le navigateur, le curseur clignotant dans la barre de recherche. Forum des femmes de Boston, section mariage et famille. Je me suis connecté avec un compte anonyme nommé « La femme du veto ». Avec des doigts tremblants, j'ai tapé, non pas avec rage, mais avec le calme de quelqu'un qui avait tout vu. Mon mari est un homme d'affaires prospère. Il parle d'éthique, de confiance et de famille. Tout en me trahissant secrètement depuis 4 ans avec la femme qu'il appelait sa meilleure amie. Ils ont un enfant ensemble alors que je m'accrochais encore à l'idée que notre mariage pouvait être sauvé. Je ne cherche pas la pitié. Je veux juste que d'autres femmes sachent que lorsqu'un homme dit qu'il rencontre un client, il est parfois simplement avec quelqu'un d'autre. J'ai relu le message, puis j'ai cliqué sur « Soumettre ». En quelques minutes, des centaines de vues. 1 heure plus tard, plus de 5000 commentaires affluaient. Des femmes partageant des histoires similaires, des mots de soutien, d'autres indignés en mon nom. L'une a écrit « Est-il chez Brightfield Capital ?» J'ai entendu parler d'un PDG qui prêche l'éthique mais via un mensonge. Une autre a ajouté « On dirait Michael R., toujours en train de parler à ses séminaires d'investissement. » Si c'est lui, quelle fraude. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les commentaires défiler, me sentant à la fois glacé et libéré. Je n'avais pas besoin de le nommer. La vérité parlait d'elle-même. Le matin, le message s'était propagé sur Twitter et Reddit. D'une histoire anonyme, c'était devenu un sujet brûlant dans les cercles financiers de Boston. Des mèmes se moquant du hashtag le PDG parfait inondaient les fils d'actualité. Des citations des discours de Michael sur l'intégrité professionnelle étaient transformées en blagues. À midi, j'ai reçu un message de Tiffany. « Michel, s'il te plaît, arrête. Je suis sur le point d'être suspendu. L'école enquête. Lisa est encore une enfant. Elle sera blessée. S'il te plaît, pense à elle. » Je l'ai lu, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je ne détestais pas Tiffany, mais je ne lui devais rien. Ils avaient choisi ce chemin. Je ne faisais que mettre en lumière ce qu'ils essayaient de garder dans l'ombre. Le même après-midi, Mildred a appelé. Sa voix était calme, mais satisfaite. « Michel, la nouvelle se répand plus vite que je ne le pensais. Les investisseurs de Brightfield exigent un audit interne.
Ils veulent savoir combien Michael a dépensé en dépenses non documentées. Dois-je soumettre les relevés bancaires? J'ai répondu tranquillement, faites-le. Je veux que tout soit révélé au grand jour. Cette nuit-là, Michael est rentré à la maison. Sa chemise froissée, sa cravate desserrée. Il a jeté ses clés sur la table, les yeux frénétiques. Que as-tu fait, Michel? Le bureau est un désastre. Les investisseurs menacent de se retirer. Veux-tu que je perde tout? Je l'ai regardé, l'expression stable, imperturbable. Non, Michael. Je n'ai rien fait. C'est toi qui l'as fait. Il y a 4 ans. Il s'est tu, s'est mordu la lèvre et est sorti. La porte a claqué, ne laissant que son parfum s'estompant dans l'air. Je me suis assise, j'ai ouvert mon message anonyme. Plus de 12 000 partages, pas besoin de nom. Tout Boston savait. J'ai ouvert le carnet du plan de justice et j'ai écrit une ligne de plus. Parfois, pour exposer l'obscurité, il suffit d'allumer une petite lumière. La lueur de l'écran a éclairé mon visage. Ce n'était plus celui d'une femme trahie, mais celui d'une femme qui avait fait trembler le menteur devant la vérité. 2 jours après la publication, je n'ai plus rien fait. Je n'en avais pas besoin. Une fois la vérité révélée, elle a trouvé son propre chemin. Je n'ai pris que les appels de Mildred et j'ai attendu de voir comment la justice se déroulerait. Ce matin-là, Mildred m'a appelé de son bureau. Sa voix était ferme, teintée d'une satisfaction tranquille. Le tribunal a accordé la demande de test ADN, Michel. Les résultats préliminaires seront disponibles d'ici 2 semaines. De plus, l'Agence des services de soutien à l'enfance a émis un gel temporaire des comptes personnels de Michael pour vérification de ses obligations financières. J'ai également soumis les relevés que vous m'avez donnés. Les virements à Tiffany feront certainement l'objet d'une enquête. J'ai écouté, rempli d'un calme étrange. Merci, Mildred. Enfin, la loi commence à parler. Cet après-midi-là, je me suis arrêté à l'école primaire Maple Leaf où Tiffany enseigne. Je n'étais pas là pour la confronter, seulement pour laisser une enveloppe anonyme dans la boîte aux lettres du directeur. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée de l'article maintenant viral ainsi qu'une note manuscrite. Une enseignante de cette école pourrait être impliquée dans un scandale éthique qui pourrait affecter la réputation de l'établissement. Aucune signature n'était nécessaire. Je suis parti tranquillement, comme si je n'avais jamais été là. Ce soir-là, le premier message est arrivé. Une connaissance du groupe de parents m'a écrit. Tiffany a été convoquée par le directeur. Elle panique. Elle pourrait être suspendue. Je l'ai lu sans trembler. Je ne cherchais pas la vengeance. J'ai simplement cessé de protéger un mensonge. Le lendemain matin, les médias ont commencé à reprendre l'histoire. Le titre de Boston Finance Weekly disait « Brightfield Capital fait face à une crise éthique ». Un gestionnaire de fonds principal accusé d'inconduite et de scandale personnel. En dessous se trouvait une photo de Michael en costume, souriant avec confiance lors d'une conférence sur l'investissement. Les commentaires sous l'article étaient impitoyables. Investissement éthique, vie hypocrite, le paradoxe du Wall Street moderne. S'il ne peut pas garder la confiance de sa femme, comment peut-il gérer notre argent? Cet après-midi-là, Mildred m'a envoyé une photo d'une note de service interne de Brightfield Capital. Le conseil d'administration a décidé de suspendre M. Michael R., gestionnaire de portefeuille principal, en attendant un audit et une enquête interne. J'ai lu les mots « suspendu de ses fonctions » 2 fois, puis j'ai souri. Enfin, quelqu'un le tient responsable, ai-je murmuré. Ce soir-là, Tiffany m'a envoyé un autre message, plus long que jamais. Michel, tu as gagné. J'ai tout perdu. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête. Lisa n'est pas en faute. Je veux juste élever mon enfant en paix. J'ai fixé l'écran, sans répondre. Il n'y avait pas besoin. La société, l'opinion publique et la justice terminaient ce que j'avais commencé. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai rouvert mon carnet de plans de justice. La dernière ligne de la journée, je l'ai écrite d'une écriture petite et régulière. Quand la justice commence à œuvrer, je n'ai pas besoin de crier. J'ai juste besoin de rester immobile et de laisser la vérité parler pour moi. Dehors, le vent d'automne a balayé le cadre de la fenêtre, emportant l'odeur de la pluie légère et l'écho lointain des klaxons. Boston ne m'avait jamais semblé aussi paisible, du moins pas à moi.
3 semaines plus tard, alors que le scandale faisait encore la une des journaux, j'ai décidé qu'il était temps de clore le chapitre. Non pas avec le silence, mais avec une vérité rendue publique. J'ai réservé une table au Grand TV, un restaurant au bord de la rivière Charles, où nous avions autrefois célébré notre 3e anniversaire de mariage. Ce dîner n'était pas seulement une réunion d'amis. C'était mon procès final, un procès où la justice ne résidait pas entre les mains d'un juge, mais dans les yeux de ceux qui avaient autrefois cru en nous. J'ai envoyé des invitations à nos amis communs les plus proches, ainsi qu'à Michael et Tiffany. Dans la note, je suis resté brève. C'est un dîner d'adieu. Venez si vous croyez encore en la vérité. Ce soir-là, la salle de banquet du Grand Ivy scintillait sous une lumière dorée, des verres en cristal brillant sous les lustres. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une longue robe noire, les cheveux soigneusement épinglés, le maquillage doux mais net. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai plus vu la femme qui pleurait dans le noir. J'ai vu quelqu'un qui avait transformé la douleur en pouvoir. Un par un, mes amis sont arrivés. Les Whitley, Jenny et Mark, quelques collègues de la clinique vétérinaire. Enfin, Michael est entré, Tiffany à ses côtés, leurs visages tendus, essayant de garder leur sang-froid. J'ai souri et accueilli les invités comme si de rien n'était. Alors que le dîner touchait à sa fin, je me suis levé doucement et j'ai levé mon verre. Merci à tous d'être venus. Ce soir, je ne dirai pas grand-chose. Je veux juste partager une chose. La vérité a parfois besoin de lumière. Et ce soir, je veux faire briller cette lumière. Le silence est tombé dans la pièce. J'ai fait signe au personnel technique. Le grand écran à l'arrière s'est allumé. L'image est apparue. La vidéo même que j'avais enregistrée ce soir-là dans mon propre salon. La voix de Lisa a retenti, innocente et claire. Papa, puis celle de Michael, chaude et affectueuse. Je serai toujours là. Quelques hoquets, certains se sont couverts la bouche. Tous les yeux se sont tournés vers Michael. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai diffusé les résultats ADN que Mildred m'avait envoyés la veille. Le test confirme une probabilité de 99,97% de parenté biologique entre Michael et Lisa Morgan. La salle de banquet était silencieuse. Je pouvais entendre la respiration haletante de Tiffany dans le coin. Elle a éclaté en sanglots, sa main tremblante alors qu'elle s'agrippait au bras de Michael. Lui, il a seulement baissé la tête, le visage pâle. Je me suis avancé au centre de la salle, la voix stable et claire. 4 ans de mensonges, de promesses, de nuits où je croyais que tu travaillais tard. Je n'ai pas besoin d'explications. Je veux juste que tout le monde voie. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle vient de la fin du silence. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis Jenny, qui avait assisté à notre mariage, s'est levée la première. Michel, je te crois. Puis Mark, puis les Whitley. Puis un par un, tout le monde s'est levé, lentement mais résolument. Il n'y a pas de place pour la trahison dans notre cercle. Tiffany a enfoui son visage, les larmes trempant la serviette. Michael n'a toujours pas relevé la tête, les mains serrées comme pour s'accrocher au dernier lambeau de fierté. Je les ai regardés une dernière fois et j'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté. À partir de maintenant, j'espère que vous vivrez tous les deux honnêtement l'un avec l'autre, comme j'ai vécu honnêtement avec moi-même. Je suis sorti, laissant derrière moi des regards lourds, des mots chuchotés et une vérité fraîchement dévoilée sous les lumières glamour. La brise de la rivière Charles m'a effleuré doucement, portant une douce fraîcheur. Je me suis tenu sur les marches, respirant profondément. Derrière moi, un vieux chapitre s'effondrait. Devant moi, un nouveau s'ouvrait. Plus de mensonges, seulement la lumière et la liberté. 3 jours après la soirée au Grand TV, la tempête a officiellement éclaté. La nouvelle s'est répandue plus vite que Michel ne l'avait imaginé. Sur les sites de médias financiers, des titres audacieux sont apparus. Brightfield Capital sous enquête interne au milieu d'un scandale éthique et de détournement de fonds présumés. Au bureau de Brightfield, la tension était palpable. David Clark, partenaire de longue date et responsable de l'audit, a découvert des irrégularités dans les dépenses. Dans un email interne, il a écrit « Une somme de $120 000 a été retirée du fonds de prévoyance il y a 3 mois sans facture valide. » Après examen, la transaction a été effectuée par Michael R., étiqueté comme soutien au projet communautaire Maple Leaf.
Mais David n'a pas mis longtemps à faire le lien entre Maple Leaf et l'école primaire où Tiffany Morgan enseigne. Il a immédiatement contacté Mildred, l'avocate de Michelle, pour vérifier le lien. Lorsqu'il a recoupé avec les preuves de Michelle, les reçus de frais de scolarité, les virements bancaires, les cadeaux et les dépenses alignées, tout est devenu alarmantement clair. Michael avait détourné des fonds de l'entreprise pour soutenir sa maîtresse et leur enfant. Mildred a transmis l'intégralité du dossier à la division de l'audit de Brightfield et au comité de surveillance financière du Massachusetts. En 48 heures, Brightfield Capital a publié une déclaration publique. Nous avons mis fin au contrat de M. Michael R., gestionnaire de portefeuille principal, pour de graves violations de la conduite éthique et financière. Ses comptes personnels ont été gelés en attendant l'enquête. Les autorités procèdent à des poursuites. Quant à Tiffany Morgan, après sa suspension, elle a été officiellement licenciée de l'école primaire Maple Leaf pour avoir gravement nui à la réputation de l'école. Elle a vidé son bureau en silence, le visage émacié, tandis que ses collègues évitaient son regard alors qu'elle marchait dans le couloir. Pendant ce temps, Michelle a rendu visite au bureau de son avocate. Elle a signé les papiers du divorce, la dernière page, mettant fin à 8 ans de mariage. Le tribunal lui a accordé la pleine propriété de la maison de Cambridge et de la clinique vétérinaire Arborlight. Michael n'a pas contesté. Peut-être savait-il qu'il n'en avait plus le droit. Quelques jours plus tard, l'agence de soutien à l'enfance a rendu sa décision officielle. Monsieur Michael R. est condamné à rembourser toutes les dépenses passées et à fournir un soutien financier continu à l'enfant Lisa Morgan. Conformément à la loi de l'État du Massachusetts, Mildred a informé Michelle que l'affaire avait été renvoyée au bureau des enquêtes financières pour détournement de fonds et fraude. La peine proposée pourrait atteindre jusqu'à 6 ans de prison. Ce soir-là, Michelle est rentrée chez elle, assise dans la cuisine vide. La douce lumière jaune tombait sur la table en bois, autrefois le décor de dîner, d'histoire et de rire. Elle a ouvert son ordinateur portable et a lu le dernier titre. Un ancien gestionnaire de fonds de Brightfield fait face à des accusations de détournement de fonds. Pertes estimées à 120 000 $. Elle a fermé les yeux et a respiré profondément. Plus de larmes. Plus de tremblements. Seulement la paix. Le genre de paix que trouvent ceux qui ont traversé la tempête et sont restés debout. La justice commence par la vérité, a-t-elle murmuré. Le vent a murmuré à travers la fenêtre, portant la fraîcheur de l'air de novembre de Boston. Michelle a regardé dehors. Le ciel était encore sombre, mais au loin, les lampadaires scintillaient à la surface de la rivière Charles, brillant comme une promesse silencieuse que même l'obscurité la plus profonde doit un jour céder la place à la lumière. 5 semaines plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, un espace petit mais ensoleillé, où la plaque nominative avait été posée quelques semaines auparavant. Phoenix Divorce Solution. Le nom Phoenix n'était pas seulement un symbole de renaissance. C'était mon histoire. Quelqu'un autrefois brûlé par la trahison, qui avait appris à renaître de ses propres cendres. Mildred, la femme qui m'avait soutenu quand tout s'était effondré, était maintenant ma partenaire officielle. Nous avons créé ce cabinet pour aider les femmes à récupérer leurs droits financiers et leur dignité grâce à des conseils juridiques, à la gestion d'actifs et à une thérapie psychologique. Chaque jour, je rencontrais de nouveaux visages. Une femme d'âge mûr serrant des relevés bancaires que son mari avait contrôlés. Une jeune mère tenant son enfant, les yeux perdus mais résilients. Je me voyais en elles. Des femmes qui pensaient autrefois que la justice était un luxe jusqu'à ce qu'elles apprennent à la réclamer. Un après-midi, j'ai été invité à prendre la parole à la conférence sur la liberté financière des femmes, un événement réunissant des centaines de femmes, d'avocates, d'entrepreneurs et de militantes sociales. Alors que je me tenais sur scène, sous les projecteurs, j'ai vu des yeux levés, pleins d'attente, d'empathie, de confiance. J'ai commencé. Il fut un temps où je croyais que la justice signifiait faire payer les autres. Mais ensuite, j'ai réalisé que la vraie justice, c'est quand on se retrouve soi-même. Quand la douleur ne vous contrôle plus, mais devient la force de soulever les autres. Les applaudissements ont été longs et chaleureux. Mildred a souri depuis le premier rang, hochant doucement la tête, une bénédiction silencieuse. 2 mois plus tard, j'ai appris que Michael avait été condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds et fraude financière. Il a été déchu de toute autorité dans le monde de l'investissement, a perdu sa réputation, a perdu tout ce dont il était autrefois fier. Quant à Tiffany, après avoir été renvoyée de l'école, elle est retournée vivre chez ses parents dans la banlieue de Worcester, incapable de trouver un nouveau travail.
je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. C'était simplement une conséquence naturelle, le résultat des choix qu'ils avaient faits. Quant à moi, je suis retourné à la vie simple que j'avais autrefois oubliée. Le week-end, je visitais le centre de sauvetage d'animaux de Cambridge, là où tout avait commencé. J'ai adopté 3 animaux abandonnés, un vieux labrador, un corgi boiteux et un chat noir nommé Midnight. Je m'occupais d'eux, je jouais avec eux, et parfois je souriais à l'idée qu'en sauvant ces petites vies, je me sauvais moi-même. En fin d'après-midi, alors que le soleil plongeait derrière des arbres rougeoyants, je m'asseyais près de la fenêtre, regardant les gens passer, une tasse de thé chaud sur la table. 3 animaux recroquevillés sous mes pieds. Je me suis dit, la justice ne se termine pas par une punition. Elle se termine par la paix. Et pour moi, la paix avait commencé. Un matin de début d'hiver, la première neige de la saison est tombée doucement sur le toit de verre du centre de secours de Cambridge. Je suis passé comme d'habitude, mais aujourd'hui, une âme spéciale a attiré mon attention, un petit chien au poil doré, aveugle, mais qui levait toujours la tête à chaque son. Ils ont dit qu'il avait été sauvé des incendies de Californie l'année précédente, à la même époque où j'étais là-bas pour un voyage de travail. Il ne l'avait pas encore nommé, mais j'ai simplement souri et dit, son nom est Hope, espoir. Alors que je tenais Hope dans mes bras, j'ai senti mon cœur battre à un nouveau rythme, non plus lourd, mais léger comme un souffle. Elle tremblait dans mes mains, cherchant la chaleur. Et j'ai réalisé que j'avais autrefois été comme elle, perdu dans l'obscurité, guidé uniquement par le sentiment dans ma poitrine. J'ai ramené Hope à la maison, l'installant à côté des 3 autres petites créatures. Ils se sont blottis autour d'elle comme s'ils comprenaient qu'ici, personne n'avait plus rien à craindre. Cet après-midi-là, en réorganisant mon bureau, j'ai trouvé une petite boîte en haut de l'étagère. À l'intérieur se trouvait le collier en argent que j'avais autrefois prévu d'offrir à Michael pour notre 8e anniversaire. Je l'ai tenu un long moment, puis je l'ai accroché au mur à côté de mon bureau. Dans la pénombre, l'argent scintillait comme un rappel silencieux. En dessous, j'ai gravé sur une plaque de bois, la loyauté n'appartient qu'à l'honnêteté. Cette nuit-là, j'ai rouvert mon carnet de plans de justice. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, de preuves, de déclarations, de vieilles larmes, toutes maintenant silencieuses devant moi. J'ai tourné à la dernière page et j'ai écrit une seule ligne, courte, mais suffisante pour clore le voyage. Je n'ai pas tout perdu. J'ai seulement perdu une illusion. J'ai fermé le carnet et je l'ai placé sur l'étagère. Dehors, le vent a effleuré la fenêtre, emportant les bruits de la vie ordinaire. La circulation, les rires, Hope aboyant doucement dans son sommeil. Et j'ai su que ma vie avait vraiment recommencé. 3 mois plus tard, un dimanche matin, j'ai emmené Hope se promener dans le jardin public. Le ciel était clair, la lumière du soleil dansant sur le lac. Alors que j'attachais la laisse de Hope près d'un banc, une voix a doucement appelé de derrière. Michel. Je me suis retourné. Tiffany se tenait là, émaciée, le visage plus mince, les yeux à la fois timides et incertains. À côté d'elle se trouvait Lisa, maintenant âgée de 5 ans, ses cheveux blonds en boucles lâches. L'enfant m'a souri, innocente, épargnée par les erreurs des adultes. Lisa a couru en avant et a pointé du doigt Hope. Tu connais mon papa. Je me suis agenouillé, j'ai souri doucement et je lui ai caressé les cheveux. J'ai connu quelqu'un, mais maintenant je connais la paix. Tiffany est restée immobile, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. J'ai tout perdu, et je sais que tu n'as jamais voulu ça. Je voulais juste te dire merci de ne pas m'avoir détruite comme je l'ai fait pour toi. Je l'ai regardé un long moment, ma voix douce comme la brise. Je n'ai jamais voulu que quiconque souffre, Tiffany. J'avais juste besoin de paix. Le reste, chacun de nous doit faire face à ce que nous avons semé. Tiffany a hoché la tête, a pris la main de Lisa et s'est éloignée. Je les ai regardés partir. Pas de haine, pas de pitié, seulement une tristesse légère comme de la poussière au soleil. Cet après-midi-là, ma sœur Rebecca a appelé. Tu sais, Michael travaille comme serveur au centre-ville maintenant. Tiffany donne des cours particuliers. La vie a ses façons d'enseigner aux gens, ai-je répondu doucement, un faible sourire aux lèvres. Personne n'a besoin de souffrir, Rebecca. J'avais juste besoin de paix. C'est suffisant. J'ai regardé Hope, recroquevillée à mes pieds, et j'ai pensé, peut-être que le pardon n'est pas l'oubli. Peut-être que c'est enfin posé ce qui est devenu trop lourd à porter.
Quelques mois plus tard, j'ai été invité à parler sur le podcast populaire, Women Who Rise. Le sujet du jour, les femmes et la renaissance après la trahison. Je me suis assise devant le microphone, des lumières jaunes chaudes brillant sur moi, la voix de l'animatrice calme et gentille. Michel, si tu pouvais dire une seule chose aux femmes qui nous écoutent en ce moment, que serait-ce? J'ai souri, regardant droit dans l'enregistreur. La trahison ne vous achève pas. Elle ne met fin qu'à l'illusion de celui en qui vous aviez confiance. La seule chose qui achève vraiment une femme, c'est quand elle cesse de croire en elle-même. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis l'animatrice a doucement posé une main sur mon épaule et a hoché la tête. Scène finale. Ce soir-là, j'ai promené au long des rives de la rivière Charles. Le coucher de soleil brillait d'un orange chaud, se reflétant sur l'eau. Hope marchait lentement à côté de moi, les oreilles basses, prudente mais stable, comme moi, pas à pas, trouvant sa direction dans un nouveau monde. La brise est passée, emportant l'odeur des feuilles d'automne et le carillon lointain des cloches d'église. J'ai levé les yeux et j'ai souri, non pas parce que le passé était parti, mais parce qu'il ne me définissait plus. La justice commence par la vérité. La paix commence lorsque vous vous pardonnez à vous-même. L'écran s'est estompé au noir, ne laissant que le reflet du coucher de soleil sur l'eau et l'image de Michel et Hope continuant leur marche vers la lumière. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur j'aime pour que plus de femmes puissent la trouver. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'ensemble nous puissions diffuser de vrais parcours où la justice n'est pas seulement un verdict, mais la paix que nous reconquérons pour nous-mêmes.